Merci d'être venus aussi nombreux. Je remercie Elie Barnaby d'être là et Michel Vievorka. Alors, on va commencer, je vais donner la parole d'abord à Elie parce qu'il va partir un petit peu plus tôt. Et donc, on va entrer directement dans le débat sur les fameuses nouvelles formes d'antisémitisme. Est-ce que ce sont des nouvelles formes? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? On va parler donc du sionisme, de l'antisionisme, de l'antisémitisme. Alors, je vais vous poser d'emblée une question. Vous êtes historien, Michel est sociologue, et je vais vous poser tout de suite une question, Elie. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir comme dans les années 30? Oui, bonsoir. Merci de votre invitation et merci de cette question qui me fait entrer d'emblée dans la médias res. On entend souvent ça. On entend souvent des gens qui disent les années 30 recommencent. Il y a une recrudescence épouvantable de l'antisémitisme. On n'est pas, non seulement on n'est pas à l'aise, on a peur. Il y a ça en France, ailleurs. Et donc, voilà que ça recommence. Eh bien, ça ne recommence pas du tout. C'est pas ça du tout. Il faut se replonger dans ce qu'était l'Europe dans les années 30, pas seulement l'Allemagne d'ailleurs, en France et d'autres pays. L'antisémitisme était une opinion admise, légitime, qui s'étalait partout. L'État était empreint d'antisémitisme, la presse mainstream était pleine d'antisémites, ça s'étalait partout. Être juif dans les années 30, c'était vivre baigné dans l'antisémitisme, des sommets de l'État au bas peuple. C'était ça, les années 30. Alors, en Allemagne, bien sûr, c'était exacerbé, mais c'était vrai un peu partout. Nous n'en sommes pas là. En France, ne parler que de la France, l'État est exempt de tout antisémitisme. La presse mainstream aussi, pour trouver l'antisémitisme, le vrai antisémitisme, il faut descendre dans les bas-fonds des réseaux sociaux. Là-bas, oui, vous trouvez de vrais antisémites, comme dans les années 30. Et donc, je voudrais que ce soit clair qu'à mes yeux, nous sommes dans un phénomène différent. Et il est différent à la fois de ce qui s'est passé dans les années 30, mais différent aussi de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, parce que même les autres formes contemporaines d'antisémitisme sont nouvelles. Pendant une longue période, l'antisémitisme s'est tenu quoi? Il s'est tenu quoi? Parce qu'il y avait l'ombre portée d'Auschwitz, parce que être antisémite, c'était esthétiquement et moralement inacceptable. Ce n'est plus. C'est ça la grosse différence. Alors, ceci posé, il faut se demander c'est quoi cet antisémitisme. Je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais allez-y, vous avez le temps de parler. Et là, autant je suis persuadé que ce que je viens de dire est correct et fait des distinctions nécessaires historiquement, je crois que c'est juste. Autant lorsque je me demande mais qu'est-ce que cet antisémitisme dont on parle aujourd'hui, j'avoue ma perplexité. Plus j'y pense, plus je lis, et moi j'ai des certitudes. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme aujourd'hui? Alors c'est la détestation des Juifs, certes. C'est ça la définition la plus basique de l'antisémitisme, c'est la détestation des Juifs. Mais d'où vient-elle cette détestation des Juifs?
Est-ce qu'elle est d'origine sociale, religieuse, internationale, puisque c'est Israël qui servirait de source à ce moment-là des passions antisémites? Et puis, qui est antisémite? On voit bien qu'il y a des poches d'antisémitisme clair, n'est-ce pas? Il y a un antisémitisme musulman, il y a un antisémitisme d'extrême gauche, évident. Vous entendez Mélenchon, Mélenchon est antisémite. Je ne sais pas si c'est une passion neuve pour lui, mais il l'est. Il y a un antisémitisme d'extrême droite, celui-là existe toujours, même s'il est beaucoup plus prudent maintenant. Mais, au-delà de ces poches évidentes, répertoriées, où sont les antisémites? Quand je regarde les statistiques, je disais tout à l'heure à Michel que je suis tombé sur un sondage Ipsos de l'année dernière. Les attitudes de la population française générale à l'égard des Juifs restent très positives dans des majorités importantes. Je n'ai pas apporté avec moi pour ne pas vous assommer de chiffres de statistiques. D'ailleurs, les chiffres statistiques, c'est plutôt le boulot de Michel. Alors, qui est antisémite? Et puis, il y a autre chose que je voulais dire. Je m'arrêtais là parce que ce n'est qu'un petit florilège avec lequel je voulais commencer. On s'aperçoit que l'ampleur de cette vague d'antisémitisme, quelle que soit la façon dont elle la définisse, change avec le temps. Elle est aujourd'hui exceptionnellement haute, cette vague. On devine sans peine que c'est à cause des événements de Gaza. C'est à cause du 7 octobre et des suites du 7 octobre. Mais avant, où ils étaient ces antisémites? Moi, je me souviens qu'au moment d'Oslo, il faisait bon être israélien en France. C'était une fierté. C'était une bonne période. Il y avait sans doute des antisémites. Mais où se cachaient-ils? Et je pense que ce n'est pas une question oiseuse, parce que dans la mesure où l'antisémitisme n'est pas un sentiment, une attitude honorable, les gens se cachent. Alors, lorsqu'ils sortent, c'est qu'ils sentent qu'il y a une atmosphère qui leur permet de sortir à la surface. Vous connaissez sans doute le mot de Bernanos. Hitler a déshonoré l'antisémitisme, il a dit. Et moi, c'est déshonorant pour Bernanos, je dois dire. J'ai toujours trouvé ça affreux. Enfin, pendant une très longue période, effectivement, Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. Est-ce qu'il est de nouveau licite d'être antisémite sur la place publique en France? Dans quelle mesure? Et qui l'est? Et comment ça se manifeste? Ce sont des questions auxquelles je n'arrête de réfléchir et auxquelles je n'ai pas de réponse claire. Alors, ce que je voudrais éviter, ce que je sais l'éviter, c'est qu'on traite cette question, comme tant d'autres, comme une évidence tellement aveuglante que c'est même pas la peine d'en discuter. Bien sûr qu'il y a un crescent d'antisémitisme, ok? Je veux bien le croire. Mais je veux aussi qu'on me le prouve. Où, quand, comment, de quelle manière, où ça se manifeste. Vous voyez, c'est tout ça qui me paraît obscur. Et je ferai ce premier jet en disant que oui, je pense qu'il est indéniable qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme en France et ailleurs, mais que cette recrudescence demande à être étudiée, comprise, disséquée, pour qu'on sache de quoi on parle. Merci. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé cette phrase de Bernanos absolument horrible. Évidemment, on peut pas... Bernanos a été résistant, mais cette phrase est horrible parce que ça laisse entendre qu'il y aurait un antisémitisme honorable. Et ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de petit antisémitisme. Voilà. Je pense que... D'accord, mais cette phrase est absolument horrible. Et d'autre part, enfin, vous le savez, puisque vous êtes historien, il a quand même été très fervent admirateur de Drummond.
Bernanos, il ne faut même pas l'oublier. Hein. On ne peut pas taxer Bernanos aujourd'hui d'antisémitisme parce qu'il a été du bon côté. Voilà. Mais il n'empêche que cette phrase, et lui-même a des phrases épouvantables sur Clémenceau, sur Dreyfus, enfin, c'est pas si simple. Voilà. Et cette phrase que tout le monde répète, on en a fait un slogan, comme vous, je la trouve abominable. Il n'y a pas d'antisémitisme honorable, c'est tout. Voilà. Je pense évidemment que Drummond mène à Auschwitz. Ce que disait d'ailleurs Jean-Pierre Vernant. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je dirais, puis je vais donner la parole à Michel, je crois qu'en effet, l'antisémitisme s'avance masqué partout. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe en Israël là, mais en France et dans les pays européens. Évidemment, on en a pour des décennies maintenant avec ce qui se passe à Gaza, mais indépendamment de ça, et avant, il y a des lois. La loi de 72 interdit l'expression directe de l'antisémitisme et la loi Guesso interdit le négationnisme. Donc il y a des lois et c'est pour ça qu'il n'y en a pas qui s'expriment. Je vous cite quand même des choses qu'on n'a plus le droit de dire, hein, mais qui étaient quand même un exemple. Hein. Je vais lire une phrase de Drummond, c'est impensable aujourd'hui, il est même plus en d'ailleurs. Vous les trouverez consumés par l'anémie, les yeux qui roulent, fiévreux dans les pupilles, couleur pain grillé, dénotant des maladies hépatiques. Le juif, en effet, a sur le foie la sécrétion que produit une haine de 1800 ans. C'est quelque chose qu'on ne peut plus écrire aujourd'hui. Parlons pas de Céline, hein. Certains juifs depuis l'Égypte, depuis Moïse, grand occultus, alors lui c'est pas du tout le même style, mais c'est la même chose, enfin c'est un délire antisémite. Aujourd'hui on ne peut pas. Bon. Donc ça passe par d'autres voies. Et moi, personnellement, je crois qu'on n'en finira jamais avec l'antisémitisme, puisque d'ailleurs, il y a de l'antisémitisme dans des pays où il n'y a pas de juifs. Ça, c'est quand même fascinant. Il n'y a pas besoin des juifs présents pour être antisémites. Il y a beaucoup de juifs en Chine et au Japon, il y a de l'antisémitisme. Donc c'est quand même intéressant, ça. Hein. Comme si c'était ce peuple premier haï, le premier monothéisme, etc. C'est plus religieux, puisqu'ils ont été considérés comme une race par les racistes, et puis maintenant on a des juifs antisémites. On a changé en effet d'époque. Zemmour fait l'éloge de Pétain, déteste les juifs ashkénazes, préfère les séfarades, enfin fait encore des classifications. On a des juifs antisémites quand même. Alors, il y en a toujours eu, ça s'appelait la haine de soi juive, mais là ça a changé. Hein. C'est pas la même chose. Voilà. Donc je vais te passer la parole, et ensuite je vous la repasse. Merci à toi et à Olivier pour avoir organisé cette rencontre. C'est un plaisir pour moi d'être dans cette maison. Je salue son président, Jean-Marc Laforêt, et son directeur, François Vitrani. C'est vraiment une grande joie d'être ici. Alors, je vais me faire un peu historien, si tu m'autorises à marcher dans ton domaine, parce que je pense qu'on a intérêt à regarder les choses avec un peu plus de précision, même si le raisonnement d'ensemble me convient. Le mot antisémite a été forgé, grosso modo, vers 1880, sinon forgé, du moins popularisé. Et par conséquent, avant, la haine des Juifs avait un autre nom. C'était l'antijudaïsme. C'était religieux avant tout, mais... Et par conséquent, je fais cette remarque, non pas pour rentrer dans un détail trop précis, mais pour dire, nous sommes peut-être à un moment où le trouble dont fait état Elie Barnavi renvoie aussi à l'idée que le mot même antisémitisme n'est plus le mieux adapté à ce qui se passe. Il faudrait peut-être un autre mot. Simplement, quand ce mot a été forgé, il a eu un écho mondial extrêmement rapide. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent la nouvelle judéophobie, des choses comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Mais en tout cas, il y a un problème de mots que nous utilisons. La deuxième remarque que je vais faire, elle est quand même beaucoup plus lourde. Non seulement entre 1930 et aujourd'hui, il y a eu deux événements immenses dans leur importance pour comprendre ce qui se passe, la Shoah et la création de l'État d'Israël, mais il y a eu des grands changements, à mon sens, dans les années 90, grosso modo. Je dis ça de façon imprécise, on pourrait essayer d'être plus précis. Jusque, tu l'as évoqué, mais trop rapidement d'un mot, jusqu'à la fin des années 90, il y avait une atmosphère très ouverte au monde juif, dans l'ensemble, en diaspora. L'image d'Israël n'était pas ternie comme elle l'est aujourd'hui,
elle avait commencé à se ternir, à mon sens, à partir de 1982, quand il y avait eu cette opération militaire au Liban, le siège de Beyrouth, et surtout les milices chrétiennes massacrant plusieurs centaines, peut-être même plus, de Palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila, sous les yeux de l'armée israélienne. Et donc, l'image commençait déjà à se ternir, et puis là, la première intifada, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais de ce côté-là, les choses évoluaient. Et d'un autre côté, ce qui s'était passé avec la Shoah également évoluait dans l'imaginaire, dans la perception que beaucoup de gens pouvaient en avoir. Contrairement à ce qu'on croit, la perception, je parle dans le public large, la perception de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, le mot a été popularisé par Lanzmann en 85, c'est pas si loin, mais cette perception n'a commencé vraiment à se faire que dans les années 70 et 80. Aux États-Unis, le feuilleton qui s'appelait Holocaust, en France, un certain nombre de choses, je ne rentre pas dans le détail, mais on a commencé à prendre conscience de ce que ça avait été. Mais entre la fin de la guerre et les années 60, 70 même, on en parle peu. Au sortir de la guerre même, on en parle très peu. Beaucoup de survivants veulent se faire entendre, mais la société ne veut pas les écouter. Il y a les communistes, il y a les gaullistes, il y a la résistance, c'est de ça dont il faut parler plutôt. Et donc, la Shoah, on en prend conscience dans les années 70, 80, c'est un véritable choc pour beaucoup de ceux qui découvrent ce que ça a été, et ça protégera, je dirais, de l'antisémitisme énormément dans les années 70, 80, 90. Et donc je pense qu'à partir d'un certain moment, je ne rentre pas dans le détail, mais pour différentes raisons, d'autres génocides sont mis en avant, ou d'autres horreurs, d'autres souffrances historiques sont mises en avant, des choses bouillonnent, en particulier dans le monde de l'immigration, autour de ce thème. Enfin, il se passe un certain nombre de choses dans le monde entier, pas seulement en France. Et donc je mets bout à bout la dégradation de l'image d'Israël qui commence, et le fait que la Shoah n'est plus le parapluie, si vous voulez, face à l'antisémitisme, pour dire que ce dont nous parlons aujourd'hui a commencé à se mettre en place, et ça l'idée que je voudrais apporter, a commencé à se mettre en place vers la fin des années 90. En France, c'est très net, très très net. Moi qui suis de gauche, je peux le dire facilement, la droite a mieux compris ce qui se passait que la gauche, à cette époque-là, en France. Sarkozy a mieux compris que Jospin, si vous voulez, à l'époque, c'est comme ça. Et en tout cas, aujourd'hui, on comptabilise les statistiques, on fait des statistiques d'actes antisémites. On a commencé à les comptabiliser au début des années 2000. Et les grandes évolutions qui nous semblent aujourd'hui évidentes, de l'antisémitisme à gauche de la gauche, de l'antisémitisme dans certains milieux, comme on dit parfois, issus de l'immigration arabo-musulmane, et un peu plus tard, les transformations de l'extrême droite institutionnelle, Marine Le Pen qui se démarque de son père, tout ça, je dirais, ne date pas des 2 dernières années, c'est ça que je voudrais dire. Et donc ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 a suscité un emballement et une exacerbation de ces questions, plus qu'une apparition de quelque chose de complètement neuf. Je pourrais être plus précis si on le souhaite. Et donc on en est là, et moi je suis un peu comme Elie Barnavi, je suis troublé par la réflexion sur la nature de ce qui se passe. Alors, oui, les sondages... Alors d'abord, oui, on peut parler en termes quantitatifs, c'est pas ma tasse de thé, mais on peut le faire un quart de seconde. En termes quantitatifs, c'est très difficile de dire que le phénomène est plus fort ou moins fort, tout simplement parce qu'il transite sous différentes formes. Si je vous dis qu'il y a des attentats terroristes, il n'y en avait pas, qui font des morts chez les juifs, là les statistiques de la violence terroriste montrent qu'il y a plus d'antisémitisme. Mais si je regarde les sondages que publie régulièrement, il y a une commission spécialisée en France, qui s'appelle CNCDH, j'espère ne pas me tromper, qui publie chaque année des sondages sur ces questions, là ça montre que les préjugés diminuent. Alors ça monte ou ça descend? Selon que l'on regarde une forme, la violence terroriste ou une autre, les préjugés, on a des choses différentes, ce qui rejoint un peu ce que tu disais, Elie, sur le fait qu'il y a des noyaux, des choses un peu plus grumeleuses, des lieux où c'est plus fort qu'ailleurs. Donc ça c'est, sur le plan quantitatif, c'est difficile de dire qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins. Parce que les formes n'évoluent pas toutes de la même façon. Et deuxièmement, il faut regarder les choses qualitativement, si je peux dire. C'est vrai que c'est difficile de dire que c'est religieux.
C'est vrai que c'est encore plus difficile de dire que c'est biologique, même si on peut trouver des choses de cet ordre-là. C'est vrai que ça renvoie à la question d'Israël, mais c'est vraiment pas si simple que ça. Et on sent bien que ça s'appuie sur des choses anciennes. Enfin, c'est difficile, je trouve, d'avoir une vision nette et claire du problème qui nous rassemble ce soir. Et donc c'est bien qu'il nous ait réunis ce soir. Ah oui, ça, c'est une très belle chose. Si les gens veulent quelque chose, partir d'ici à quelque chose, ils seront un peu déçus. Tout ce qu'on peut dire, écoutez, excusez-nous, mais nous sommes confus. Et pour ça, ce n'est pas la peine de venir à la maison d'Amérique latine. Peut-être juste dans la foulée, plus j'y pense, et plus je pense que la place d'Israël dans ce dispositif est essentielle. Si vous extrayez Israël de la délégation, je ne vois pas pourquoi les gens seraient plus antisémites aujourd'hui qu'hier. Rien n'a changé, si vous voulez. Il y a la rivalité de quartier avec les musulmans, mais ce n'est pas ça qui pèserait sur les perceptions des Juifs par l'ensemble de la population. Ce qui change véritablement, c'est l'évolution de la perception d'Israël aux yeux de la population générale. Et Israël est indissociable des Juifs, quoi que les Juifs en aient. C'est important de comprendre ça. D'autant plus que les Juifs eux-mêmes ne sont pas exempts de cette confusion, puisqu'ils se revendiquent, c'est notre État, c'est notre pays. Ils sont attachés à Israël. On peut discuter à juste titre, pas juste titre, mais c'est comme ça. C'est une donnée de la vie sociale. Les Juifs sont très attachés à Israël. Et donc ils disent, ne faites pas d'amalgame, nous ne sommes pas israéliens. Mais oui, mais en même temps, il y a des élans de solidarité, il y a des dons, il y a des jeunes qui y vont, il y a des jeunes qui se mettent en uniforme. C'est très compliqué. Donc la population juive, partout, pas seulement ici, mais en Europe, surtout ici, parce que c'est là qu'il y a le plus de juifs, une communauté importante, les juifs ici sont lourdement dépendants de l'image d'Israël en France. Et cette image s'est terriblement détériorée. Toi, tu mettais, Michel, le curseur dans les années 70 pour dire qu'il y a eu... Mais en fait, je pense que ça a commencé en 67. C'est-à-dire la victoire d'Israël pendant la guerre des 6 jours a été tellement fulgurante, tellement spectaculaire, que du coup, la race chétive de victimes, 67, c'est 20 ans après la fin de la guerre. La race chétive des victimes s'est muée brusquement à une race de seigneurs, victorieux. Et donc ça a été... Je sais que ça a été dévastateur, d'abord à l'université. C'est à ce moment-là qu'Israël a commencé à perdre les campus. Donc il y a eu ensuite la victoire, il y a eu l'occupation, il y a eu la colonisation, et on a bien vu, comme la guerre du Vietnam allait prendre fin, comment la figure du Palestinien remplaçait la figure du Vietnamien, devenait un peu la figure paradigmatique de la victime du colonialisme occidental, Israël étant évidemment un avant-poste de l'impérialisme occidental. Alors ça, tout le monde ne communiait pas là-dedans, c'était la jeunesse étudiante, mais ça mordait petit à petit sur la population. Alors, ce qui s'est passé, ça s'est amélioré, je l'ai dit, au moment d'Oslo. Il y a eu un espoir de paix et on a vu que ça avait une incidence directe sur les perceptions à l'égard d'Israël. Et puis ça s'est de nouveau affaissé avec la montée au pouvoir de Netanyahou, de l'extrême droite, et évidemment ce qui s'est passé à Gaza.
Alors, que les Juifs soient d'accord avec ce qui se passe là ou pas d'accord, force est de remarquer, d'admettre que l'opinion publique traite les Juifs et Israël comme un tout indissociable. Et c'est là qu'on voit comment l'antisémitisme peut se muer, ou l'antisionisme peut se muer un véritable racisme, puisque que quelqu'un comme moi ne puisse pas parler devant tel public étudiant, que l'on soit rejeté, que l'orchestre philharmonique d'Israël soit conspué, que ma collègue Eva Illouz soit déprogrammée à Rotterdam, tous des gens de la gauche libérale, anti-occupation, tout ce que vous voudrez, anti-Netanyahou. Ce qui veut dire quoi? C'est pas ce que je fais ou ce que je dis qui compte, c'est ce que je suis. Et ça, c'est une définition même du racisme. Et l'antisémitisme est une forme de racisme. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que ce sont des habitudes qui se créent, qui se fixent, et du coup, par une certaine frange de la population, on est chassé de la communauté des humains. C'est ça qui se passe parfois avec... Et là, ça pose évidemment la question énorme de l'antisionisme, puisqu'on nous explique de manière docte que l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. On peut être antisioniste sans être antisémite, et vous avez des protestations vertueuses de tous ceux qui disent mais comment antisémite moi, mais je suis antisioniste. Alors, je vous demande de réfléchir, je m'arrête un moment, à quelque chose de très simple. L'antisionisme avait un sens et une justification avant la création de l'État d'Israël. La plupart des Juifs étaient antisionistes. Ils étaient bundistes, ils étaient tout ce que vous voulez, mais ils n'étaient pas sionistes. La plupart des Juifs étaient parfois antisionistes de manière virulente. Il y avait beaucoup d'antisionistes pour des raisons variées, mais qui n'avaient rien à voir avec l'antisémitisme. À partir du moment où l'État existe, il est constitué, l'antisionisme devient une forme d'antisémitisme. Parce que qu'est-ce que cela veut dire, être antisioniste? Ça veut dire qu'Israël est à constituer, peuple qui a sa culture, sa vie, sa langue, n'a pas le droit à son État-nation. Et là, du coup, la distinction entre antisionisme et antisémitisme s'estompe beaucoup, devient extrêmement floue. Et moi, personnellement, je n'ai plus aucune patience pour les gens qui disent « je suis antisioniste, mais philosémite ». Je suis quand même prêt à faire quelques exceptions. J'ai du mal à exiger des Palestiniens de se dire, de ne pas se dire antisioniste. Ça tient à l'histoire, un combat long, ok. Mais je parle des Français ou des Américains, des campus américains, enfin, des Occidentaux. Ça, je pense on peut exiger nos compatriotes, de vos compatriotes, de comprendre cette distinction-là, que se dire antisioniste n'est pas une mince affaire. Ça veut dire nier au peuple juif le droit à un État souverain. Je te passe la parole. Merci. Je voudrais faire 2-3 remarques. Je prendrai d'abord le thème de l'antisionisme. Je suis absolument en phase avec ce qui vient d'être dit. Et je vais le dire de manière très concrète. Si je vous dis le régime iranien est une terrible chose, c'est le pouvoir de Mollah qui sont d'une violence inouïe, etc. Il faut en finir avec ce régime. Oui, mais personne ne dira qu'il faut en finir avec l'État iranien ou avec l'islam dans ce pays. Et par conséquent, je suis absolument d'accord avec ce raisonnement. L'antisémitisme peut transiter évidemment par d'autres formes que par le discours antisioniste, mais je suis absolument d'accord que l'antisionisme
la plupart du temps, c'est le masque, dans un pays comme celui-ci, de l'antisémitisme, ou un masque. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur ces années 60-70, parce que je pense que c'est des années compliquées. Parce que 67, c'est-à-dire la guerre des 6 jours, 67, dans les souvenirs que j'en ai, avait quand même suscité des images positives vis-à-vis d'Israël aussi. Et donc, on est dans des phénomènes plus ambivalents, ou plus ambigus. D'une part, alors, un peu de racisme anti-arabe, il y avait de ça aussi dans ces images positives, mais dans des milieux très réactionnaires. Après tout, voilà un pays qui sait servir des armes qu'on lui vend. Moi, j'ai connu des gens qui étaient très haut placés à l'époque, un peu après, chez Dassault ou au ministère de la Défense, qui vendaient des armes. Bon, au moins à eux, on peut leur vendre des armes, ils savent s'en servir. Les Polonais disaient « Nos Juifs ont battu leurs armes ». Voilà, quelque chose de cet ordre. Donc il y avait de ça. Deuxièmement, le phénomène que tu as évoqué du fait qu'on ne peut plus aujourd'hui être antisioniste quand on est juif, c'est un phénomène qui s'est cristallisé en 1967. Je me souviens très bien de ce monde de gauche, communiste ou socialiste, la plupart du temps d'esprit bundiste, c'est-à-dire hostile à ce que soit créé historiquement un État d'Israël. Je revois ce monde basculant très très vite du côté du soutien à Israël. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des ambivalences. Et puis, si on reste dans ces années, il y a un dernier point que je voudrais évoquer, c'est 72, Munich. Les athlètes israéliens massacrés par un commando, je ne sais plus quel groupe c'était, à Mimidal, ou Septembre Noir. Ouais. Et donc, je me souviens d'une chose que je vais introduire, c'est que ça a évité une partie de la gauche qui basculait du côté de l'antisémitisme, ça l'a calmé. Il y a une organisation importante, c'est les maoïstes, excusez-moi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'était les maoïstes de l'époque, la gauche prolétarienne, qui a décidé de s'autodissoudre en 1973, enfin dans ce contexte-là, et je ne dis pas que c'est la seule explication, mais une des choses qu'ils ont dit, c'est on a compris que la violence, la lutte armée, le terrorisme, c'est inacceptable, avec cet épisode, alors qu'une partie de cette gauche maoïste allait s'entraîner dans des camps palestiniens, allait fricoter avec des groupes extrémistes, etc. Et donc je pense que ça a retardé certaines des évolutions qu'on constate aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai un jugement plus ambivalent que sur cette période. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus aussi. Alors, je voudrais introduire un autre point, je ne vais pas être trop long, mais il faut le faire absolument. Je pense qu'on ne comprend pas toutes ces questions telles qu'elles se posent aujourd'hui si on ne regarde pas l'évolution, je vais le dire comme ça, socio-démographique d'un pays comme la France ou la Belgique, c'est-à-dire une immigration importante venue d'Afrique du Nord à partir enfin, tout au long des 30 Glorieuses, pour le dire vite, jusque dans les années 70, et cette immigration qui venait pour travailler et pour ensuite revenir au pays, cette immigration de travail devient une immigration de peuplement. Et je pense que ça a cristallisé un certain nombre de choses, parce que ça a nourri des évolutions en son sein et au sein du monde politique, qui expliquent en partie aussi les choses qu'on voit. Autrement dit, la France, et la Belgique ou d'autres pays de ces années 60-70 n'est plus du tout celle des années 80-90, parce que la structure de la société se transforme. Je voulais ajouter ça pour compliquer, si je peux dire, l'analyse et rendre encore un peu plus compte du trouble que nous partageons. Oui, je pense que c'est pour ça que j'insiste sur la dimension israélienne du phénomène, parce que je pense que tout ce nous-là, et que nous entraînons, nous Israéliens, nous entraînons les Juifs du monde entier, notamment les Juifs en France, sur cette pente de l'antisémitisme. Évidemment, ça ne justifie rien. Je veux dire, ce n'est pas quoi que nous fassions à Gaza, aussi abominable que cela paraisse aux gens, ça ne justifie ni la détestation des Juifs, ni même la détestation d'Israël en tant qu'État, en tant que peuple, en tant qu'État-nation. On peut condamner, certes, il faut, je pense, mais ça n'a rien à voir. Alors,
pour certains, je suppose, et là je manque d'outils pour mesurer tout ça, je suppose que ce qui se passe à Gaza est une exutoire commode pour des gens qui ne sont déjà pas des amis des Juifs. Ça permet, ça libère la parole. Et ce qu'ils font, c'est épouvantable. Ce sont les nouveaux nazis. C'est une libération pour ces gens-là. Pour d'autres, ce n'est pas le cas, c'est simplement qu'ils sont horrifiés et ils constatent, ou ils croient constater que les Juifs français, en l'occurrence, ne condamnent pas assez vigoureusement, on ne condamne pas du tout ce que nous faisons à Gaza. Et donc, dans les deux cas, ils nous mettent ensemble, Juifs et Israéliens, c'est la même chose, puisque c'est vous qui revendiquez cet État comme étant le vôtre. Dans les deux cas de figure, ça amène des situations absurdes et dangereuses, où dans certains lieux de villégiature en Europe, on ne veut plus servir des Israéliens, parfois on ne veut plus servir des Juifs. Il y a des phénomènes qui du coup rappellent les années 30 en Europe et qui auraient été impensables il y a 10 ou 15 ans. Donc ça c'est un phénomène extraordinairement dangereux, c'est pénible, il faut se battre contre ça. Alors se battre contre ça, je ne vais pas vous donner à personne des conseils comment il faut le faire. Mais quand je parle à des publics juifs, ce qui m'arrive de plus en plus rarement, parce que je n'ai plus la patience, je leur dis, il est important, même quand vous voulez exprimer votre solidarité avec Israël, ce qui est toujours bien, mais de faire la distinction entre Israël, les Israéliens et leur gouvernement. Et je leur dis, il faut que vous preniez conscience du fait que nous avons un gouvernement fasciste et fondamentaliste, et que ce gouvernement est une disgrâce pour le peuple juif, mais pour tout le monde, et pour Israël évidemment, et il faut le dire, il faut le défendre. Alors quand nous faisons cela, quand des juifs français font ça, ils se font agonir d'injures par leurs coreligionnaires. Des frères Olvier, un rabbin bien connu, a eu des lettres de menaces de mort. Et d'autres sont dans le même cas. Donc on ne peut pas, devant ces attitudes, aller dire aux non-juifs, mais il faut faire des distinctions, il y a les juifs et puis il y a les israéliens, non. Il y a une espèce de confusionnisme moral et politique qui fait qu'on ne peut plus distinguer les juifs et les israéliens. Et donc c'est le devoir moral des israéliens, des israéliens bien sûr, mais aussi des juifs français, de dire voilà ce que vous ne pouvez pas faire, en tout cas pas à notre nom. Je pense qu'il y a moyen, n'allez pas convaincre n'importe quel antisémite, n'importe quel abruti qui défile avec des... mais je pense qu'il y a moyen de convaincre certains, en tout cas de mener une campagne d'explication qui pourrait non pas éradiquer le phénomène, mais l'édulcorer, le rendre plus supportable, à condition d'avoir un discours politique et moral clair. Alors, je sais que c'est un peu trop demandé aux Juifs français, c'est vrai que c'est à nous de balayer devant notre porte, à l'intérieur de notre maison, en Israël même, tant que nous aurons ce gouvernement, il sera très difficile de se battre, parce que c'est vrai que c'est une calamité politique et morale. Alors, vous voyez, pour résumer ma pensée, je crois que l'antisémitisme contemporain dans un pays comme la France est lourdement dépendant de ce qui se passe en Israël. C'est pour ça qu'il est difficile de distinguer antisionisme et antisémitisme,
C'est pour ça qu'il est difficile de distinguer la critique d'Israël de la critique des Juifs et l'antisémitisme, si ça continue comme ça, a encore de beaux jours devant lui. Peut-être un mot sur juste tu parlais de mots. Taguieff a essayé de remplacer l'antisémitisme par judéophobie. Ça n'a pas pris. C'est ridicule. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris d'abord parce que les gens n'ont pas très bien compris. D'abord, c'est pas si nouveau que ça. C'est la Pinsky, l'un des premiers penseurs du sionisme, a écrit un livre sur la judéophobie, donc ce n'est pas une nouveauté absolue. Mais ça n'a pas pris. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Si l'antijudaïsme est d'essence religieuse et l'antisémitisme est d'essence raciale, c'est un peu ça ce qui s'est passé lorsque Wilhelm Marx, puisque c'était lui, a inventé le mot d'antisémitisme, justement pour rendre compte de cette nouvelle réalité. Nous ne sommes plus dans la religion, nous sommes dans autre chose. C'est autre chose, c'est quoi? C'est la race, puisqu'on classifie tout, que nous sommes à une époque scientiste, et que les Juifs, à partir de ce moment-là, ne sont plus une confession, mais une race. Et c'est intéressant, et c'est douloureux, parce que la confession, on peut la quitter, on peut se convertir. La race, même si vous êtes converti, ça ne vous sert à rien, vous irez à Auschwitz quand même. Et ce que nous avons ici, évidemment, c'est un problème de race. En tout cas, ce n'est pas un problème de religion, c'est pas, au contraire, que les Juifs soient religieux, les gens trouvent ça très bien, plutôt orthodoxe que celui séculier. C'est pas vraiment un problème de race non plus, c'est difficile à dire que tous ces gens-là sont des racistes. C'est pour ça que je dis que j'avais du mal à définir cette affaire-là. C'est peut-être une affaire d'antisionisme finalement. C'est une affaire de critique radicale de l'État juif et de son idéologie fondatrice, mais je manque de mots pour le dire véritablement. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement sévère avec Netanyahou. Et je continue, mais bien entendu, je continue à ne pas comprendre pourquoi il reste au pouvoir. C'est vraiment la honte des Juifs. C'est la honte de l'État d'Israël. Il est d'extrême droite, il est fasciste. Vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Vous voulez dire c'est la honte des Juifs. Oui. Pour les Juifs n'ont pas élu Netanyahou. Ce sont les Israéliens qui l'ont élu. Mais je sais bien. Que la il y a des Juifs pro-Netanyahou. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est le Front National. Et la confusion que font les antisémites, vous venez de la faire innocemment, mais tout le monde l'a fait. C'est la honte des Juifs. Et il est la honte des Juifs que nous sommes. Ok. Mais ça veut dire que les antisémites ont un peu raison. Non. Puisque nous sommes tous ensemble dans ce moment-là, dans le même sac. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne dirais pas ça. Hein. Bon, moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'on ne peut pas vanter Israël comme une démocratie et tout mettre sur le dos du seul Netanyahou. C'est le fond de ma pensée. C'est la société israélienne qui est malade. Voilà ce que je pense. Aussi. Et que, bien sûr, Netanyahou, comment dirais-je, jongle avec des procédures institutionnelles douteuses, etc. Il n'empêche, moi je pense que c'est une société malade, mais elle est malade comme la planète tout entière. C'est ça que je voudrais ajouter. On est dans une période d'extrême droitisation presque partout, premièrement, et d'ethnicisation des problèmes presque partout. Et donc je pense, parce que Netanyahou, moi ce que j'en comprends, je n'ai pas évidemment les compétences d'Elie Barnavi, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il surfe sur un mélange de nationalisme et de religion. Il s'appuie sur l'extrême droite religieuse et sur un certain nationalisme. Mais c'est ce qu'on voit un peu partout. Je veux dire, alors en France, on n'est pas dans la religion, sauf à dire que la République, pour certains, est une sorte de religion, mais ça, ce serait un autre problème. Mais sinon, regardez la Turquie, regardez Trump avec les évangélistes, etc. Un peu partout, c'est des phénomènes généraux. Et donc, c'est le monde qui est malade, si je peux dire, pas seulement la société israélienne. Et ça, je vais dire ça. Je vais dire aussi, parce qu'on touche des choses qui, moi aussi, me troublent énormément. C'est que, en France, je parle que de la France, en France, au début des années 2000 et jusqu'à peu, mais les choses ont évolué,
jusqu'à peu, les institutions juives les plus importantes sommaient la diaspora juive de s'aligner, et c'était le mot, inconditionnellement derrière tout ce que faisait et disait le gouvernement israélien. Et donc, cette idée qu'il y a une certaine distance possible, un décalage, une autonomie de pensée, oui, mais le discours institutionnel juif en France a été dominé, je pense, pendant une quinzaine d'années par ce point. Et ça, je crois que c'est très important. La dernière remarque que moi, j'ai eu des problèmes terribles avec le CRIF. Ah bah, moi. Et d'autres aussi, j'en suis convaincu. Dès qu'on s'exprimait autrement que dans cette ligne-là... Tu as été traité d'antisémite. J'ai vraiment eu des gros problèmes, mais je voudrais dire, parce qu'il faut être tout à fait correct, je voudrais dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus comme ça que ça se passe. Que le discours a évolué, jusqu'à un certain point, mais qu'il a évolué. La dernière remarque que je voudrais faire, c'est un peu le dire avec d'autres mots que ce qu'a utilisé Elie, mais c'est vraiment ça. Je pense que nous ne pouvons retrouver le chemin de la raison que justement en appelant à la raison, c'est-à-dire aux valeurs universelles. Je pense que les tendances à l'ethnicisation des problèmes, les tendances à la radicalité des positions d'un côté, d'un autre, on tue les gens qui veulent discuter, enfin on les tue, on les menace. Bon, c'est ça la grande catastrophe, c'est-à-dire l'espace où l'on débat, où l'on échange des arguments, où l'on réfléchit aussi ensemble à comment trouver le chemin de la paix, comment trouver le chemin d'une paix qui soit juste, qui soit durable. Toutes ces questions-là sont abandonnées par les radicaux de tous les côtés, et les gens raisonnables, qu'on appelle aux valeurs universelles, ceux-là ont beaucoup de peine à exister dans le débat public. C'est pour ça qu'on ne t'invite plus dans un certain nombre d'endroits pour parler de ces questions. Oui, tout à fait. Je sais pas qu'ajouter à ça. Vous savez, c'est la différence entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe ailleurs. Parce que pendant toute cette année où nous avons manifesté contre la réforme judiciaire, on parlait de la Hongrie, on veut le transformer en Hongrie. Mais ça sera bien pire que la Hongrie. Ce sera la Hongrie plus de fondamentalisme religieux. Et je ne crois pas, je ne sais pas si vous mesurez ce que cela veut dire, le fondamentalisme religieux juif. Il est comme le fondamentalisme religieux du Hamas. Nous avons au gouvernement des membres du Hamas, le même esprit, le même discours, les mêmes passions, mais ils sont au pouvoir dans un pays ultramoderne, très puissant, avec une des meilleures armées au monde. Et ce que ces gens-là ont fait du judaïsme et du sionisme, c'est épouvantable. Et les gentils voient ça. Et ils disent, mais voilà, c'est ça notre sionisme. C'est ça le sionisme. Et aujourd'hui, oui, c'est ça le sionisme. Donc, il faut bien comprendre la responsabilité d'Israël dans ce qui arrive aux Juifs du monde. On ne peut pas dire que nous sommes innocents de cela. Je peux bien dire, ce n'est pas le problème, c'est le vôtre. Ce n'est même pas votre problème, vous, Juifs, c'est le problème de la société au milieu de laquelle vous vivez. Je peux dire tout ce que je veux. Mais il n'empêche que telle est la réalité. Les Juifs sont comptables de ce que nous faisons. Nous sommes comptables de ce qu'on est Juifs, parce que l'État juif est né de ça. Il est né de la diaspora pour défendre la diaspora, entre autres. Or, lorsqu'on se donne un gouvernement pareil, et qu'on exerce une occupation, un mot qu'on n'a pas encore prononcé, une oppression, et qu'on instaure dans les territoires que nous occupons un véritable régime d'apartheid, alors les gens regardent ça, encore une fois, ils disent ça ne va pas. C'est bien pire que les États-Unis. Les États-Unis ont été vilipendés à cause de l'impérialisme, à cause du Vietnam, à cause de tout ça. Mais ça restait un pôle d'attraction. Nous sommes un pôle de répulsion. C'est ça que ces gens-là ont réussi à faire. Et tu as raison, ce n'est pas seulement Netanyahu. Il y a eu le choc, il y a eu la droitisation
constante de cette société depuis longtemps déjà. Il y a eu le fait que la gauche a abandonné le ministère de l'Éducation à la droite religieuse. Donc il y a eu des changements dans l'esprit collectif des gens. Et puis il y a eu le choc du 7 octobre. Le choc du 7 octobre a déporté tout ce monde-là vers la droite. Cependant, Netanyahou joue un rôle, et en tant qu'historien, j'ai du mal à dire ça. Je suis censé parler des mouvements de l'histoire, des masses, de toutes sortes de choses. L'individu a une importance, une influence absolument énorme sur ce qui se passe. Lui, et pas un autre. Il est le seul à pouvoir, à avoir pu faire ce qu'il a fait. Il a été une force déterminante dans la manière dont nous sommes et nous nous comportons aujourd'hui. Lui, c'est lui qui a pris dans les marges de la politique israélienne deux petits partis fondamentalistes, fascistes fondamentalistes, d'extrême droite, dont le chef serait ici, derrière les barreaux, que l'on ne voulait pas toucher, que l'on ne voulait pas voir, qui ont toujours été vomis par l'établissement politique israélien, à tel point que lorsque Kahana, le père spirituel de la Ben Kahana, montait à la tribune, parce qu'il était élu une fois à la Knesset, pour parler, la Knesset s'est vidée, et les premiers à partir, c'était les membres, les députés du Likoud. Netanyahou est allé chercher ces gens-là et les a mis au cœur de la politique israélienne. Et ça, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Cet homme est une espèce de... J'ai dit à une émission de télévision ici en France, je dis, vous savez, je ne crois pas en Dieu, mais je crois au diable. Et Netanyahou, c'est le diable. Il était un peu choqué, mais je le crois très profondément. Cet homme a réussi est en train de détruire l'entreprise sioniste. Et donc, l'antisémitisme que l'on constate un peu partout, il n'est pas inséparable de ça. Il voit ce qui se passe. Il y en a qui disent, puisque c'est comme ça, on n'a pas à se frapper la poitrine, ils ne sont pas meilleurs que d'autres, ils sont même pires que d'autres. Et puis il y a ceux qui disent, oui, tout ça est dommage, ce n'est pas Israël que nous connaissions, mais c'est Israël qui est devenu. Et donc vous avez une espèce de miroir déformant qui s'appelle l'Israël contemporain, et dans lequel se regardent ces gens-là, et ils trouvent qu'ils ne sont pas si laids que ça. Et que ce qui était indicible il n'y a pas si longtemps, maintenant, on peut le dire. Non, on est tellement d'accord, c'est peut-être pas drôle pour vous, si j'ose dire, que deux personnes soient d'accord comme ça quand elles discutent, mais c'est le cas, hein, je suis désolé d'avoir à le dire. Je pense que Netanyahou, c'est un animal politique, et que sa trajectoire est ancienne. Ça date pas des toutes dernières années. Je pense que c'est pas lui qui a ordonné l'assassinat de Rabin, mais je pense que la campagne qu'il a orchestrée dans le contexte qui a abouti à cet assassinat, il y a déjà un rôle. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait partie de ces gens qui ont fait du travail politique pendant des années, et puis un jour ça paye. Donc c'est pas du tout pour minimiser son importance, mais je crois vraiment que il sait ce qu'il fait, et qu'il a su trouver les forces qui lui permettraient de se maintenir au pouvoir. Et donc ça, c'est vraiment pour moi terrible. Et vraiment, je suis assez sensible à ça. Moi, je me souviens des images très positives, même s'il y avait des critiques, mais des images très positives d'Israël dans les années 50 et 60. Rika Zaraï, les Français ont adoré, enfin pas tous, Rika Zaraï, la chanteuse. Alors c'était la joie de vivre, c'était le bonheur, hein, c'était... Bon, les Français étaient très intéressés par le kibbutz. Après tout, il n'y a pas beaucoup d'endroits où une utopie socialiste n'aboutit pas à la catastrophe. Faire pousser des plantes dans le désert, ce genre de choses. Il y avait vraiment une image très, très, très positive
Et en même temps, dans ces années-là, Israël a commencé à apparaître aux yeux de tous les Juifs comme enfin il y a un endroit où on est en sécurité. Et je crois que un des aspects de la situation actuelle, c'est qu'il y a des gens qui disent non, ça n'est plus vrai. Et de tous les côtés, qui ne veulent plus que ça le soit, ou qui vivent que ça ne l'est plus, que ça l'est moins. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important dans cette montée de l'antisémitisme, qui est que le lieu qui devait apporter une sorte de réponse au risque de destruction du peuple juif, ce lieu-là lui-même est menacé. Alors, moi je suis allé pas très souvent en Israël, mais la dernière fois où j'y étais, j'étais frappé d'une chose. Je me disais, mais comment peut-on être dans un mélange, c'était il y a 3-4 ans à peu près, un an ou deux, disons, avant les événements d'octobre 23, comment peut-on être dans un mélange d'arrogance et d'insouciance à ce point, comme s'il ne pouvait rien arriver, et comme si on pouvait vivre sur les plages de Tel Aviv, comme si on était sur la Costa Brava ou sur la Côte d'Azur, dans l'insouciance, tout allait bien. Et donc je pense que la montée de l'antisémitisme coïncide aussi avec cette prise de conscience en Israël et en dehors de la vulnérabilité, de la fragilité, du fait que ça ne fonctionne plus comme avant, et du coup certains en profitent, certains jouent là-dessus, et voilà, ça exacerbe de tous les côtés une image de menace, voilà, de menace réelle, forte pour l'État, et là plus pour les gouvernements. C'est un peu ça aussi qui joue dans ce paysage. Je ne le dis pas très bien, mais je pense qu'on ne prend pas assez la mesure de ce thème, disons, de l'insécurité. Voilà, Des jeunes nombreux se permettent de défiler dans les rues des villes européennes au slogan Palestine from the river to the sea, de la mer au fleuve. C'est-à-dire, nombreux, c'est-à-dire proclamant le souhait qu'Israël, que le peuple d'Israël disparaisse. Alors, est-ce que tous comprennent ce que ça veut dire? Je ne parle même pas de ceux qui ne savent pas de quelle mer, de quel fleuve il s'agit. Mais même les autres, est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire la Palestine de la terre à la mer? Ça veut dire liquider, disposer d'un peuple de près de 10 millions d'âmes. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai dit que si vous demandez à ces jeunes, vous êtes antisémite, ils disent antisémite quoi? Jamais. Il dit oui, mais la conséquence de tout ça, c'est de liquider, de tuer, de faire disparaître l'essentiel du peuple juif. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Moi, je suis allé à Bruxelles, on m'a invité à participer à un débat, une conférence à l'Université libre de Bruxelles. Ça a été une émeute. Les étudiants ont manifesté par centaines contre ma venue. On ne veut pas de mon avis. C'était la principale revendication des étudiants à la rectrice de l'Université libre de Bruxelles. Et il y a une espèce de bâtiment principal qu'ils ont occupé, un grand tour, ils ont mis mon visage comme ça, pour voir l'ennemi, pour le voir de loin. La police est arrivée, l'hélicoptère à tout de la folie. Alors que je ne suis pas un séite de Netanyahou, je suis plutôt pour l'État palestinien. Et c'est bien pour ça qu'ils ont fait ça? Non, je crois que non. Si. Non, ils ont fait ça parce que je suis israélien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont fait ça parce qu'ils ne se rendent pas compte. Mais ils sont profondément racistes. Ils nous ont expulsés de la communauté des humains. Bien sûr. Oui. Mais c'est pas parce que je suis modéré, ils s'en foutent. Que je sois modéré ou pas, c'est pas le problème. Ils préfèrent des extrémistes, ils leur ressemblent. Je crois que pour eux c'est pareil. C'est pareil, ça n'a aucune importance.
l'Israélien est une espèce dont il faut se débarrasser. On ne veut pas le voir, on ne va pas le voir sur terre. Qu'ils soient modérés, qu'ils se disent modérés. D'ailleurs, il y a eu ceux qui sont exprimés, il dit qu'il est pour l'État palestinien. Et bon, en plus, je suis un menteur. C'est-à-dire, il y a quoi que tu fasses, you can't win, tu ne peux pas gagner. Ça a été extraordinaire. Je mentionnais tout à l'heure Eva Illouz et sa mésaventure à l'université de Rotterdam. Et on la refuse parce qu'elle est israélienne. Alors, ça, voilà l'antisémitisme, puisqu'on cherche des formes nouvelles, voilà une forme nouvelle de l'antisémitisme, évidente, claire, liée à Israël, liée à l'antisionisme. C'est le masque de l'antisionisme et le masque grimaçant de l'antisémitisme le plus vulgaire. Et ils sont dans le camp du bien parce qu'ils sont pour les peuples opprimés et contre les oppresseurs. Et au lieu de créer des coalitions avec des gens comme nous, ben, ils nous rejettent complètement dans les ténèbres de l'impérialisme, du génocide, de l'apartheid, de tout ce que vous voudrez. Tous les mots sont bons, tout ce que vous voudrez. Et il s'appuie sur une réalité, malheureusement, qui est celle que nous vivons en Israël même. Voilà, tel que je le vois, la forme la plus évidente, la plus claire de l'antisémitisme, du nouvel antisémitisme aujourd'hui. Alors, combien sont-ils? Ça, je suis incapable de dire quels sont les principaux foyers, ça je le vois. Mais quelle est leur importance, leur force d'attraction, leur influence, ça je ne le vois pas. Mon expérience personnelle, à part les gauchistes de l'Université libre de Bruxelles, n'est pas cela. Je vais toutes les semaines, tous les mois, je vais une semaine à Bruxelles, je travaille depuis des années. Il n'y a pas un juif dans mon environnement professionnel. Je n'ai jamais entendu la moindre parole non seulement antisémite, mais même ambiguë. Au contraire, mes amis se permettent de faire des blagues juives, ce qui est, je sais plus, mes professeurs, ce qui est la meilleure preuve qu'ils ne sont pas antisémites. Donc, je mets en garde nos amis juifs contre une vision trop noire, trop pessimiste de la situation. Mais en même temps, il ne faut pas non plus se cacher la réalité telle qu'elle est, elle n'est pas forcément réalisante. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que ce que décrit Elie vaut malheureusement pour d'autres thèmes ou d'autres problèmes que l'antisémitisme dont nous parlons ce soir. Qu'il y a dans notre société, et Elisabeth et moi avons été mêlés à une affaire où c'était absolument le cas, il y a même plusieurs affaires, elle pourra le dire mieux que moi, et donc nous avons été mêlés à des affaires où le problème n'est pas de s'opposer à des radicaux dangereux, le problème c'est de tuer, symboliquement au moins, de tuer les gens qui sont, j'allais dire, raisonnables, qui veulent débattre, qui veulent de la démocratie, qui veulent éviter justement la radicalisation de tout. Et donc l'antisémitisme vient se nicher dans cette famille de problèmes, mais il n'est pas le seul. Nous on l'a vécu en France de façon très claire. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, ça renvoie à quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur ce qui se passe en Israël, vu maintenant depuis un pays comme celui-là. Un certain nombre de personnes disent c'est tellement inacceptable, c'est pas du tout que nous sommes pro Hamas ou autre, mais c'est tellement inacceptable qu'il faut boycotter Israël. Il faut boycotter. Et donc, je trouve que c'est une erreur du point de vue des gens raisonnables. Parce que la seule chose qu'on puisse faire quand on est ici par rapport à cette situation, c'est au contraire de soutenir ceux qui en Israël voudraient y résister. Ça pour moi c'est absolument un point très important. La société israélienne n'est pas totalement annihilée. La question des otages, mais ça j'aimerais t'entendre sur ce cas
apporté dans le débat israélien la question des otages, je trouve qu'elle a tout compliqué. Parce que c'était plus une affaire progressiste contre non-progressiste. Voilà, donc si on pouvait en savoir plus. Mais moi, je pense qu'il reste en Israël de la capacité à se mobiliser, à refuser la situation. Bon, et que plutôt que de parler de boycott, on ferait bien mieux de dire je regarde comment je peux soutenir ceux qui résistent. Le boycott, ça peut être une catastrophe. Et non pas c'est une catastrophe, le boycott. Donc, alors, ça n'est pas toujours le cas, donc je ne voudrais pas en faire une théorie générale. Après tout, quand on a boycotté l'Afrique du Sud, non pas tellement pour les Oranges, mais surtout pour son équipe de rugby qui n'avait plus le droit d'aller jouer ailleurs, ça a eu un impact. Donc un boycott peut parfois avoir un impact. Mais en l'occurrence, je suis radicalement hostile à cette idée. Mais j'aimerais que si Elie veut bien nous dire en quoi la question des otages a un peu déplacé les termes du débat. Oui, le boycott, ça dépend. Il faut boycotter l'État, le gouvernement, pas les gens, les institutions culturelles. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut sanctionner les gens au pouvoir. Boycotter les universités, l'orchestre philharmonique, les artistes, et scélérats et stupides. Parce que c'est là que se trouvent les forces de résistance au fascisme qui vient, et donc il ne faut évidemment pas, les gens raisonnables ne doivent pas boycotter Elie Barnavi. Ça n'a pas de sens. En revanche, la France, l'Europe devrait imposer des sanctions très dures aux éléments les plus dangereux de la société et du pouvoir israélien, et l'État d'Israël en général. Voilà, je suis tout à fait... Parce que ça ne sortira pas autrement, et que je dis depuis des années, que si on ne nous force pas à faire ce qu'il faut, nous ne le ferons pas. Il faut que l'occupation cesse. Et pour que l'occupation cesse, il faut contraindre les gens au pouvoir à faire ce qu'il faut. Donc il y a boycott et boycott, absolument. Il faut au contraire, il faut soutenir. C'est comme la Russie, si vous voulez. Il faut boycotter Poutine. Il ne faut pas boycotter... et il faut boycotter les artistes qui le soutiennent, ces propagandistes. Comme on a fait avec Gergiev, le chef d'orchestre, oui. Mais il ne faut pas boycotter les démocrates russes. Quel sens ça a? C'est ajouter de l'insulte à nos propres. Alors, à cause de ce qui s'est passé le 7 octobre, à cause de l'énormité, et ça aussi, tu sais, je vois bien comment ça s'estompe, ça aussi. Les gens, ça devient de plus en plus loin. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'a été le 7 octobre. Ça a été quelque chose d'absolument massif, énorme, ce qui nous est arrivé. Et il y a eu non seulement les morts, et de quelle manière ils sont morts, mais il y a eu les kidnappés. Et donc il y a eu des otages. Et ces otages ont été peu ou prou abandonnés par le gouvernement. C'est-à-dire que c'est devenu une cause sacrée de l'ensemble de la population israélienne, pas tous. Il y en a aussi qui ont suivi le gouvernement et dit, ils nous emmerdent, on n'a pas besoin d'eux, on peut les sacrifier. On a entendu ça aussi. Enfin, pour l'essentiel, pour le gros de la société israélienne, c'est devenu une cause sacrée et un drapeau de ralliement. Mais en même temps, ça a, comment dirais-je, ça a brouillé tout. Parce que bien sûr qu'on veut récupérer les otages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui était coupable du fait qu'il y ait des otages en général? Comment fait-on de la politique quand on ne fait jour après jour que de l'humanitaire? Parce qu'en fait, la cause des otages était à la fois une cause sacrée nationale et une entreprise humanitaire. Et donc, tu as raison de dire que ça a beaucoup brouillé le message. Alors, pendant un an, on a manifesté contre le coup d'État judiciaire. Après, il y a eu le 7 octobre. Et on s'est mis à manifester surtout pour les otages. C'est autre chose complètement. Et là, on commence à voir de nouveau, maintenant qu'on a récupéré les otages, il reste trois corps
qui doivent le rendre. Les otages vivants étaient récupérés, la plupart des morts aussi. Et là, on commence à reprendre donc, les manifestations politiques. Et là, la situation se clarifie. C'est-à-dire, là, une fois la guerre terminée, les otages récupérés, on commence à refaire la politique. Et je pense qu'il était temps. Ouais, on va donner la parole à la salle, parce que, et surtout pour des questions à Élie qui doit partir à 20h30. Donc si vous avez des questions, ensuite nous continuerons. Vous êtes extrêmement impatient de me voir partir. La deuxième fois. Bonjour Élie, je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas entendu tout ce qui s'est dit, mais j'avais une question à vous poser concernant le fait que obliger Netanyahou, est-ce que vous pensez que je sais qu'il change d'avis tous les 3 fois par minute, mais est-ce que Trump peut éventuellement... on n'entend pas. Est-ce que Trump peut éventuellement tordre le bras de Netanyahou, comme on le dit J'ai entendu Noémie Charbit l'autre jour qui a parlé de ça. Je voulais savoir votre avis à ce sujet. On ne comprend pas. Est-ce que Trump a le pouvoir de faire changer la volonté? Est-ce que le changement non pas le pouvoir, mais est-ce que se peut que ça arrive? Bon, on n'est pas... C'est pas vraiment le sujet de la soirée, la politique internationale, Trump, Netanyahu. En quelques mots, Netanyahu ne change pas d'avis, lui. C'est pas vrai. Netanyahu est très conséquent. Il veut rester au pouvoir pour tuer son procès et éviter une commission d'enquête. Enfin, il s'accroche au pouvoir. Il fait tout ce qu'il peut pour ça. Là, c'est lui qui pourrait chanter la Donna Immobile, c'est Trump. Trump est extraordinaire. C'est un personnage, on pourrait faire toute une soirée sur lui. Je trouve ce type fascinant. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une trentaine d'années, il y avait un film qui s'appelait Idi Amin Dada. Des chefs de fer. Un film formidable où c'est lui-même qui joue son propre personnage. Et ce qui m'avait fasciné chez ce personnage, chez Idi Amin Dada, c'est que c'était le pouvoir à l'état brut, sans filtre aucun. La pulsion. Il fait ce qu'il veut au moment où il veut. Il donne des ordres au crocodile, par exemple. Le crocodile ne bouge pas, il dit parce qu'il dort. C'est-à-dire qu'il y a toujours une explication quand sa volonté n'est pas faite. Eh bien, Trump, c'est Idi Amin Dada américain, dans un autre contexte. C'est exactement ça. Quand vous écoutez parler, d'abord quand vous comprenez ce qu'il dit, parce que c'est pas toujours évident, et que vous avez intégré le fait que c'est un enfant de 8 ans dans un corps de vieillard, vous avez compris ça, et alors il reste à comprendre ce qui le fait bouger quand même. Qu'est-ce qui le meut en fait? Et Trump, on finit par comprendre qu'il y a deux choses qui le font agir. L'une, c'est son ego. Il a besoin sans arrêt qu'on lui caresse son ego. Et encore une fois, comme un enfant, un petit enfant, le bonhomme est malade, il y a un gros problème. Et l'autre, c'est l'argent. Et dans cette configuration particulière, qui est le problème du Proche-Orient aujourd'hui, la guerre de Gaza, les otages, tout ça, cette configuration, ce caractère, ce qu'il est utile. Parce qu'il est le seul à pouvoir faire, et le seul à pouvoir bouger les choses. Vous prenez n'importe quel président américain, policier, qui a des limites à la fois humaines, politiques, tout ce que vous voudrez, institutionnelles. Lui, il n'en a aucune.
Et donc il peut se permettre de dire à Netanyahu, je veux que tu arrêtes. Il s'en fout, lui, des évangéliques, des juifs, tout ça, il en a. Je veux que tu arrêtes, parce que si tu n'arrêtes pas, ça va t'en coûter. Et l'autre s'arrête. C'est exactement le phénomène de la brute de quartier. Il arrive dans votre quartier, la brute de quartier. Eh bien, tout le monde fait ce qu'il veut parce qu'il vous demande une cigarette, si vous lui refusez, il vous casse la figure. Et donc vous faites gaffe. Trump, c'est ça. Et donc, je suis content qu'il soit là, parce qu'autrement, on se battrait encore à Gaza. On se battrait encore à Gaza. Netanyahu ne voulait pas arrêter la guerre, ça il faut bien le comprendre. Il était parti pour des mois et des mois, pour des raisons politiques évidentes. Trump est venu, heureusement, il a dit maintenant tu arrêtes. Pourquoi tu arrêtes? Qu'est-ce qu'il veut? Ben, il a besoin des Saoudiens, des Qataris, des Émiratis. C'est avec eux qu'il va faire des affaires. C'est pas avec Netanyahu. Netanyahu n'a rien à lui offrir. L'émir du Qatar lui a offert un avion qui vaut 400 millions de dollars. Ça, il comprend ça. Il a dit c'est formidable. Il a aimé ça. Il a pris ce 400. Et les autres, il y a des projets, pas seulement l'Amérique. Lui et sa famille, ils s'enrichissent fabuleusement. La Maison Blanche est une affaire. Et pour que cette affaire tourne, il a besoin de calme au Proche-Orient, il a besoin de Saoudiens, il a besoin de Qatariens, il a besoin. Et donc, dans cette configuration-là, Netanyahu ne peut que perdre. Est-ce qu'on peut poser une question? Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Je termine juste la phrase, ça, mais qui nous ramène peut-être un tout petit peu au sujet, mais ce qui est terrible dans ce que décrit Elie, et que je crois très vrai, c'est qu'il n'y a plus du tout de médiation possible. Il n'y a plus de Nations Unies, il n'y a plus de gens qui discutent secrètement à Oslo, il n'y a plus... Enfin, on a le sentiment qu'on est aussi dans un paysage ravagé de ce point de vue-là, où les possibilités de discussion, de rencontre, de médiation, voilà, il n'y a plus que Ali Dada. C'est quand même terrible. Tu as raison, mais il est plus efficace que l'on dit. Là où il me fait peur, autant je trouve qu'il est utile chez moi, autant il me fait peur en Ukraine. Et là, c'est une catastrophe absolue. Je veux dire, et en Europe, je veux dire, il faut prendre ce qu'il peut donner et lui tenir tête là où il faut lui tenir tête. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus rien d'autre à compte. Il va à l'ONU, s'il n'est pas content de l'ONU, il va quitter l'ONU. Il est capable de ça. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Et ça, oui, ça c'est à la fois effrayant et pour ce qui me concerne, plutôt utile. Oui, merci beaucoup, c'était tellement passionnant. Juste une question. Puisque, manifestement, si j'ai compris, Netanyahou et Jader est un personnage clé pour la montée de l'antisionisme et l'antisémitisme, est-ce que vous pensez qu'aux prochaines élections, les Israéliens, puisque vous parlez de résistance, vont résister et vont voter correctement? Oui, si j'en juge par les sondages reculants, ils devraient perdre les prochaines élections. Vraiment? À quel point? Quel profit? Lui, assez sèchement, je veux dire là, bon, c'est pas le même système qu'en France, ce sont des élections parlementaires, proportionnelles. Donc ce qu'il a, lui, à sa disposition, il a une base, ce qu'on appelle une base de fanatiques, qui sont 25-30% quand même, beaucoup, qui le suivront quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Moi j'ai entendu une fois à la radio, et l'année dernière, j'ai entendu quelqu'un dire, même s'il viole ma fille, je voterai pour lui. Alors ça c'est l'esprit de la secte, l'esprit de secte, bibiste comme on les appelle, c'est le même que les Trumpistes aux États-Unis, et ça, lui, il a senti ça, Trump. Vous vous souvenez qu'il a dit, lors de la campagne, pour sa première campagne présidentielle, il a dit, si je me mets au milieu de la 5e avenue et je tire sur les gens, ils voteront quand même pour moi. Et effectivement, oui, ils ont voté pour lui. Oui, donc, alors, il y a cette base, mais c'est une base tout de même restreinte numériquement pour tous les autres, y compris pour la droite un peu civilisée, ils ne peuvent plus le voir en peinture. Et donc, ils devraient perdre les élections. Ils vont aller voter? Ah oui, oui. D'abord, les Israéliens votent généralement beaucoup.
Et cette fois-ci, on votera, à mon avis, à plus de 80%. C'est la seule bonne nouvelle. Levez-vous. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur l'antisémitisme et sur le fait, finalement, vous êtes parti sur le fait que c'était difficile de quantifier, que vous aviez des doutes sur la montée ou On n'entend pas. Hein. Plus fort, approchez-vous. Oui, vous disiez qu'il y avait des doutes sur la vague, l'ampleur de l'antisémitisme. Il y a des gens qui n'ont pas de doute parce que finalement, j'ai vu il y a 2-3 jours l'interview de la ministre des Affaires étrangères adjointe d'Israël dans le Parisien qui disait qu'il y avait une vague énorme d'antisémitisme en France qui justifiait finalement que tous les juifs finalement fassent leur alia. Et en France, on voit bien à quel point l'antisémitisme est instrumentalisé dans le débat politique, même si on peut faire plein de critiques à l'extrême gauche, on voit bien que c'est aussi un argument de campagne pour ostraciser une partie de la gauche. Et je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Ben, mon avis, c'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est-à-dire que si, c'est une antenne ancienne pour le gouvernement d'Israël. C'est déjà Sharon avait dit ça à l'époque des premiers troubles antisémites qu'il y a eu ici à l'époque de l'intifada. Il a dit il faut que vous veniez en Israël parce qu'ici il va y avoir des pogroms bientôt. L'antisémitisme est instrumentalisé par Israël lourdement depuis longtemps et aujourd'hui ça a pris des proportions énormes. À tel point que le gouvernement invite des gens d'extrême droite ouvertement antisémites. Il les invite en Israël parce qu'il estime que ces vrais alliés sont là. Donc tout le monde instrumentalise l'antisémitisme. Nous, comme les autres, comme les filles et d'autres. Et si vous lisez les déclarations de la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne, vous serez bien fixé sur la réalité de l'antisémitisme en France. Mais c'est ça le discours. Le discours, c'est la France, l'Europe en général, ce sont des pays à feu à sang, et nous sommes dans les années 30. Ils disent ça comme ça. Netanyahu, c'est quelque chose qu'il dit sans arrêt. Évidemment, ça ne correspond à rien, mais c'est comme ça. Je voudrais juste ajouter un mot. C'est une question importante, je me situe en France maintenant, une question importante, c'est celle de la communication qui existe ou qui n'existe pas entre le discours instrumental de la gauche, pour le dire comme ça, et les actes antisémites dont on nous dit qu'ils sont, qui en sont énormément montés, même si dans les tout derniers chiffres que j'ai vus, ça avait un peu retombé, mais quand même. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre un discours politique instrumental et des actes dont on ne sait pas grand-chose en réalité, parce qu'ils sont souvent anonymes, les policiers sont incapables d'arrêter les coupables, il y a très peu de jugement, et quand il y a eu 2 affaires qui ont montré que ça n'avait rien à voir avec tout ça, c'est ces affaires de main au pochoir, enfin ce genre de choses, et là c'était la Russie qui venait. Bon, donc je dis prudence avant de dire qu'on croit savoir d'où viennent ces actes antisémites, et surtout jusqu'à quel point il y a un lien fort ou pas entre ce climat qui règne du côté de l'instrumentalisation de la haine des Juifs et des actes qui ont l'air de sortir comme ça d'un peu partout sans qu'on sache trop qui sont les coupables. Oui, tu as raison. Quand on massacre et on torture la gang des barbares, les jeunes ennemis, et c'est pas la Palestine qui les intéresse. Il est juif, il a de l'argent, donc on torture. C'est ça que je dis, c'est-à-dire dans les marges, on a affaire avec parfois des affaires crapuleuses, on ne sait pas trop ce qui se passe. En revanche, je pense qu'il y a un antisionisme et antisémitisme idéologique, et celui-là, il est plus facile à cerner, et toujours. Je vais ajouter un mot là-dessus, parce qu'on n'a pas du tout parlé. Il y a des intellectuels antisémites qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Le plus connu, c'est évidemment Alain Soral, qui est quelqu'un de très connu. Et j'ai lu un article d'un sociologue qui avait étudié l'influence d'Alain Soral, donc c'est l'extrême droite, hein, c'est l'ultra-droite, je ne sais pas comment il faut dire, son influence au sein de populations immigrées, pour le dire vite,
Et donc son discours, qui provient de l'extrême droite, et qui est quand même d'abord destiné à aller de ce côté-là, est également apprécié par des publics qui sont à l'autre bout de l'échiquier politique. Mais il y a donc aussi ce rôle des faiseurs de haine, hein, des gens qui font vivre tout ça. Il y a Dieudonné qui sert aussi de national. Oui, pardon, je voulais juste faire une petite remarque, oui, reprendre voilà, ce qui vient d'être dit au sujet de l'antisémitisme qui est instrumentalisé et qui est voilà, une notion qui est brandie un peu à tort et à travers. Et donc je voulais évoquer juste ce qui s'est passé pour le colloque qui a été interdit, enfin, qui n'a pas pu se tenir au Collège de France, donc qui concernait l'histoire des relations entre l'Europe et la Palestine. L'un des arguments de pression, enfin, qui a été utilisé pour empêcher ce colloque qui finalement s'est tenu au Carré, c'était que c'était un colloque antisioniste, antisémite et décolonial. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que dans tout ce que vous avez dit, là, enfin, je vous remercie, j'ai beaucoup apprécié tout ça, et il me semble qu'il n'est pas possible de parler d'Israël sans parler de la Palestine. Aujourd'hui, de parler d'Israël, vous avez parlé beaucoup d'Israël, mais M. Barnaby, je vous remercie, vous avez évoqué effectivement les problèmes de colonisation, d'apartheid, etc. Mais est-ce qu'on peut évoquer Israël sans parler de l'histoire des Palestiniens, sans parler de l'histoire de la fondation aujourd'hui, enfin, sans évoquer les conditions de la naissance de l'État d'Israël et le sort qui a été fait aux Palestiniens, parce que c'est ça aujourd'hui qui nourrit ce qu'on peut appeler, enfin je ne sais pas si c'est l'antisémitisme ou l'anti-israélisme, enfin j'en sais rien, mais vous voyez, c'est, voilà, donc, et en effet, le colloque Europe-Palestine retraçait cette histoire, voilà, la création d'Israël, mais aussi de ce qui... Voilà, je veux dire, on peut parler d'Israël sans parler de la Palestine, ça dépend de quoi on parle. Il y a des sujets qui... Mais si on parle d'Israël, la politique d'Israël, si on parle d'histoire, on est obligé de parler de deux. J'ai regardé le programme de ce colloque. Et je tiens ce colloque pour un colloque militant, pas un colloque scientifique. C'est un colloque militant. C'est quand vous avez une table ronde qui affirme, je ne pose pas la question, qui affirme qu'Israël est un prolongement du projet colonial européen. Ça se discute, hein. Dans un débat apaisé, ça se discute. Ça se discute à la rigueur, ça se discute si on met un point d'interrogation, pas si on affirme. Moi, je trouve que c'est historiquement absurde, mais c'est un autre problème. J'ai regardé donc tous les... C'était un colloque militant qui se termine par un débat où il y a Dominique de Villepin... Non, mais ça, c'était très mauvais. Hein? Il était très mauvais. Il ne pouvait pas être bon parce que... attendez, je n'ai pas fini. Ce que je veux dire par là, c'est que ce colloque était un colloque non pas scientifique mais militant, donc il n'avait pas sa place au Collège de France, que j'aurais attendu davantage d'Henri Laurence, pour lequel j'ai de la considération, que je connais bien, et qui est un grand savant, et que malgré cela, la dernière chose à faire, c'était d'interdire. Surtout pas l'interdire. Parce que ça c'est doublement stupide. D'abord parce que ça a tout l'air d'une censure, même si pour l'administrateur du Collège de France, ce n'était pas le cas. Mais il y a une lettre du ministre, de quoi je me mêle. Hein, ça, déjà, c'est pas bien. Et puis parce que, pour des raisons purement pratiques, tout le monde parle de ce colloque, alors que personne n'en aurait parlé si on n'avait pas interdit. Donc voilà, moi je connais par cœur ces gens-là, vous savez,
les gens qui s'occupent de la Palestine. Je sais faire la part des choses entre ceux qui sont des militants, ceux qui sont des vrais savants. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait des historiens quand même. Est-ce que vous croyez vraiment que être historien est une qualité qui rend les choses aussi évidentes que c'est là? Oui, oui, je sais, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et surtout, c'est un sujet qui pousse au militantisme. Parce que c'est ça, c'est pourquoi il a fait, vous croyez, il a fait pour des raisons, Laurence, il a fait pour des raisons scientifiques. Il a organisé un colloque sur la Palestine en ce moment, pour des raisons scientifiques. Mais le militantisme n'est pas étranger à Israël non plus. Enfin, oui, c'est à moi que vous dites ça. Et je sais bien. Ça n'excuse rien. Non, mais attends. Juste un instant, parce qu'après vous devez partir. Mais, juste un instant quand même, c'est inadmissible cette interdiction. Parce que ça s'est passé de la façon suivante. Le CRIF a saisi le ministre de la Recherche, lequel a demandé au Collège de France d'annuler. Voilà. Parce que sinon, ils n'auraient pas de subvention. C'est pas possible de faire ça. Voilà. Il ne fallait pas l'interdire. Après, non, il faut quand même le redire. Alors maintenant, qu'il soit militant, oui, moi j'en ai regardé des passages. Je n'ai pas trouvé très intéressant. Mais la question n'est pas là. Du coup, Henri Laurence a été traité d'antisémite. Enfin, oui, quand même, Dominique de Villepin, etc. Ça ne va pas du tout. Et la rapporteuse de l'ONU, on ne peut pas faire des choses comme ça. Ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie à des interdictions de colloques qui peuvent devenir extrêmement dangereuses de tous les côtés, quand même. Mais ça, je sais que vous êtes contre l'interdiction. Je suis contre l'interdiction, mais je suis aussi pour la diminution du nombre de colloques. Mais pour la diminution du nombre de colloques. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis désolé, j'ai un train à prendre. Merci de nous avoir supportés. Moi, je m'en vais vraiment. Pour arriver, mais ils m'ont dit qu'ils venaient. On va continuer. On va continuer tous les deux. Bon, je poserai des questions en ma question quand même. Vous écoutez? Ouais. Je voudrais plutôt nuancer sur l'idée qui était entendue, c'est sur l'idée que la communauté juive sera plutôt de droite parce que voilà, il y a cette idée que la communauté, au fur et à mesure. Moi, en venant de la communauté séparate traditionnaliste, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas forcément envie de prendre la parole du tout. Dans la communauté, effectivement, il y a des moments d'intimité où on se permet la critique d'Israël très facilement. Mais on ne va pas le faire dans l'air public parce que, à tort ou pas, on ne se sent pas à l'aise de donner des munitions aux gens qui on considère qu'ils sont des ennemis des juifs en fait. Parce que le problème de fond, et je pense qu'il faut aussi le dire, c'est que le mouvement pro-palestinien est pétri d'antisémitisme. Et à bout d'un moment, quand on voit ça en permanence, pas mal de juifs ne sont pas forcément à l'aise de critiquer Israël en public parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien de décéder dans leurs idées en fait. Donc ma question plutôt sera qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas permettre que l'antisémitisme s'accroche à gauche, sachant qu'il y a pas mal de juifs qui sont humanistes, progressistes, mais qui sont aussi attachés à la défense d'Israël. Je n'ai évidemment pas la réponse à ce type de questions qui sont cruciales. Je crois que tout ce qui permet de briser cette radicalisation qui pousse les uns à la violence et les autres au silence ou au repli sur soi, tout ce qui peut empêcher ça est positif. Pareil, je donne un tout petit exemple qui me vient en tête en vous écoutant. Je pense que si dans les écoles, il y avait beaucoup plus souvent des débats au cours duquel on ferait venir en même temps un juif et un palestinien, par exemple, en même temps, et où on verrait donc qu'ils peuvent discuter entre eux,
Ce genre de choses serait très utile. Autrement dit, non pas qu'une communauté s'exprime alors qu'elle est plutôt réduite au silence, ou une partie d'une communauté, mais que le débat se construise. C'est ça mon idée, elle est très simple, le plus souvent possible en termes universalistes. C'est ça la réponse. Et donc montrer qu'on refuse l'éclatement quand on peut le refuser. Mais c'est devenu difficile. Je ne veux pas donner d'exemples précis, mais parce que je ne veux pas donner des noms, mais j'en ai en tête. Il y a des gens qui se parlaient, Israéliens, Juifs d'un côté et Palestiniens d'un autre côté, qui ne peuvent plus se parler, les mêmes, et qui pourtant étaient complètement en phase sur la question il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est ça qui, moi, me semble peut-être pouvoir être un peu combattu. Hein, surtout localement, parfois, j'ai dit dans les écoles, enfin, ça peut être dans d'autres occasions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et déjà, pour parler plus fort. Il y avait une première chose, alors M. Bernadi est parti, il a parlé de M. Mélenchon et du fait que M. Mélenchon était antisémite, lui qui puisse justifier un peu. Oui, donc Élie Bernadi a dit il y a dans les poches de l'antisémitisme, il y a l'extrême gauche, certaines parties, bien sûr, hein, l'extrême gauche, l'extrême droite, et M. Mélenchon. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la position de M. Mélenchon et son antisémitisme. Je vais avoir votre avis là-dessus, ça c'est une première chose. La deuxième chose, dans le livre de Pierre Taguieff de 2001, qui parle beaucoup de l'islamisme radical, et notamment à partir de Ben Laden, et aussi finalement de l'assimilation, de la haine en fait des Juifs par rapport à Ben Laden et par rapport à l'islamisme radical, et comme source aussi finalement de judéophobie. Et vous n'avez pas du tout parlé de cet aspect par rapport à la montée de l'islam radical et de la judéophobie. Voilà. Et c'est un livre, ce qui m'a beaucoup surpris dans ce livre, c'est que c'est un livre qui date de 2001 et qui alors vous avez effectivement parlé du fait que c'était pas, ce qui se passait aujourd'hui n'était pas un phénomène nouveau, mais était un phénomène qui était antérieur, qui était exacerbé par les événements du 7 octobre. Voilà, donc je voulais avoir votre avis aussi sur ce deuxième aspect. Vous m'avez pas entendu, c'est ça? À peu près. Vous voulez qu'on vous donne un avis sur Taguieff? Écoutez, moi j'approuve pas du tout les positions de Taguieff, qui a co-organisé d'ailleurs avec d'autres, j'avais fait un grand article dans Le Monde, un colloque absolument immonde sur Derrida, dans laquelle pendant une journée, presque 2 jours, le malheureux de la déconstruction a été une véritable accusation contre Derrida d'être le destructeur de la civilisation. Tout ça a été orchestré par Taguieff, le même Taguieff d'ailleurs, qui a écrit que si Louis Althusser avait étranglé sa femme, c'est parce qu'elle était juive. Donc pour moi, c'est de l'extrémisme. Voilà. Je vous réponds très franchement. Il fait d'ailleurs partie des gens qui ont traité notre ami Michel de tous les noms, hein, y compris d'être un antisémite qui avait fait un faux rapport. J'ai encore relu les passages. Donc non, c'est un extrémiste. C'est lui qui a réinventé ce terme de judéophobie qui veut strictement rien dire, puisque aujourd'hui la question c'est l'antisémitisme. Voilà. Moi, la communauté, si vous voulez, c'est un mot, je suis d'accord avec toi, je suis universaliste. Moi, la communauté, ça me gêne parce que on inclut qui dans la communauté? Il y a des juifs aujourd'hui qui ne se réclament pas du tout, ni du CRIF, ni d'une quelconque communauté. Voilà. Donc, ce que vous avez d'ailleurs posé comme question, monsieur, avant, c'est vrai, je suis d'accord, c'est d'une complexité terrible. Mais ici, en France, ces intellectuels-là, ils termineront en valeurs actuelles. C'est déjà le cas, c'est-à-dire à l'extrême droite. Parce qu'il y a un type d'attaque. Moi, je me suis fait traiter de mauvaise juive, quand même. Toi, d'antisémite, moi, ils n'ont pas osé, parce que j'avais eu l'extrême droite qui m'avait fait un procès, donc quand même, c'est un peu difficile. Mais enfin, on est traité de tous les noms par les amis de M. Taguieff, dont Nathalie Henich, encore, qui a recommencé. Alors, non, je ne suis pas du tout de ce bord-là. Et je pense que ce sont des extrémistes. Voilà. Maintenant, sur le colloque organisé par notre ami Henri Laurence, oui, c'est un colloque militant, j'ai un peu écouté ce colloque, il n'est pas terrible. Bon. Mais la question, elle n'est pas là.
Depuis quand faut-il maintenant intervenir auprès d'un ministre pour faire annuler un colloque? On n'a pas interdit à la Sorbonne le colloque contre la déconstruction. Le contraire est vrai. On leur a demandé même de me répondre quand j'ai fait mon grand article dans Le Monde. Ils se sont défilés, ils avaient la trouille. Hein. Donc vos Taguieff, ils ont la trouille de tout débat aujourd'hui. Ils sont enfermés dans leur position. Ce sont des gens qui sont en train de devenir les défenseurs de l'extrême droite, dont je vous rappelle quand même qu'elle reste en son fond, même s'il est vrai que Marine Le Pen s'est détachée de son père. Enfin, tout de même, l'apologie du maréchal Pétain, le fait que Bardella ait dit qu'il ne pensait pas du tout que Jean-Marie Le Pen soit antisémite, ça reste quand même un parti qui véhicule l'antisémitisme. Je peux vous lire des passages, si vous voulez, hein, de tout ce qu'il raconte, que j'appelle souvent un antisémitisme masqué. Bien entendu, on n'a pas le droit à cause des lois, mais ça reste un véhicule. Alors maintenant, cueillir des antisémites à LFI, c'est évident. Hein, et c'est évident. Maintenant, je ne crois pas que toute l'extrême gauche soit antisémite. C'est pas un argumentaire. Hein? Quand vous dites c'est évident, c'est pas un argumentaire, c'est pas une raison, c'est pas une... Qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce qui n'est pas évident? Le fait de dire c'était évident. Le fait que vous dites c'est évident, ça ne donne pas d'informations. Mais quelles informations supplémentaires vous voulez sur M. Taguieff? Vous voulez que je vous lise des passages? Je ne parle pas de M. Taguieff, et le sujet c'est pas M. Taguieff. Ma question elle n'est pas sur M. Taguieff. Votre question alors c'est quoi? Il y avait deux questions. Il y avait une première question, c'était sur Mélenchon. M. Bernali a dit que M. Mélenchon est antisémite. Aujourd'hui, il y a tout un débat, une discussion sur est-ce que Mélenchon est antisémite ou pas antisémite. Moi, je ne le pense pas. Donc, alors, ça c'est une première chose. La deuxième question, c'était par rapport à la notion de judéophobie et d'antisémitisme, puisque vous n'avez pas le terme, par rapport à l'islamisme radical. Parce que finalement, ce que j'ai lu moi dans ce livre, j'ai pas retenu M. Taguieff, c'est pas mon sujet, moi c'est plutôt la question de fond. Est-ce qu'il y a une forme puisque la conférence d'aujourd'hui était basée sur les nouvelles formes d'antisémitisme. Est-ce que selon vous, selon votre analyse, votre expérience, il y a une forme d'antisémitisme dans l'islamisme radical? Mais évidemment. Alors je vais laisser moi la côté de Mélenchon. Parce que, vous savez, c'est très simple. Il faut prendre toutes les déclarations publiques connues de lui qui peuvent apparaître suspectes et les examiner et se faire son jugement. Moi, je serais prudent. Je pense qu'il surfe sur une vague dont il connaît très bien le contenu, mais c'est pas lui qui l'alimente en quelque sorte. C'est pas lui qui propose, qui construit le discours, si vous voulez. Mais il sort dessus. Voilà ce que je pense. Mais la question plus importante que vous posez, c'est celle de l'islam radical. Alors là, je peux vous dire, on sait depuis longtemps, et je vais être précis, on sait depuis longtemps que le cœur du cœur des plus terroristes des acteurs, c'est la haine des Juifs. Et on le sait, il y a un psychiatre américain qui s'appelle Mark Sedgman, et quelqu'un qui a travaillé pour la CIA pendant des années, et qui a eu accès à toute la documentation possible et imaginable sur les auteurs des attentats du 9/11 en 2001. Bon, voilà. Il a eu accès à cette documentation. Et donc, il a ramassé tout ce qu'on trouvait, et ce qu'il montre, c'est très convaincant, donc c'était traduit en français, je n'ai pas le titre en tête, mais Sedgman, S-A-G-E-M-A-N, ce qu'il montre de façon extrêmement documentée, c'est que le cœur du moteur, si vous voulez, ou du carburant de cette action terroriste, c'est la haine des Juifs. Alors, est-ce que c'est d'abord la haine d'Israël? Est-ce que c'est d'abord la haine des Juifs? Là, on rentre dans des questions qui méritent réflexion, mais je n'ai pas réponse. On ne sait jamais ce qui est premier. Est-ce que c'est la haine d'Israël ou est-ce que c'est l'antisémitisme? Mais il arrive un moment où les deux deviennent indissociables. Juste un mot, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, et c'est important, c'est la discussion qu'on a, à propos d'un côté du Rassemblement national et d'un autre côté de ceux que j'appellerais, et le terme n'est pas péjoratif, même s'il pourrait le sembler, les républicanistes. Il y a un mouvement qui s'appelle en particulier le Printemps républicain, qui pourrait illustrer parfaitement ce que je vais vous dire maintenant. Le Rassemblement national, par la voix de sa présidente, dit « Nous en avons fini avec la haine des Juifs, ne nous parlez plus de ça, et d'ailleurs on aime beaucoup Israël, on connaît tous toutes ces déclarations. » Ça a deux conséquences sur l'antisémitisme. La première, c'est qu'évidemment il ne disparaît pas du jour au lendemain dans l'appareil, ni dans la base, ni dans l'électorat,
mais ça cesse de faire de l'antisémitisme le cœur d'une vision politique. Donc ça ça ne le supprime pas, mais ça ne peut plus être l'horizon de l'action de ce côté-là. Donc de ce point de vue-là, il faut quand même prendre les choses dans ce qu'elles ont de positif. Mais la première conséquence, des juifs en plus grand nombre se sentent libres de voter pour l'extrême droite, puisqu'elle n'est plus antisémite. Et il y avait encore un article, je ne sais plus dans quel journal, sur Marseille, où c'est ce qui était souligné. Bon, premièrement, ça c'est plus évident. Ça peut être des gens qui votent pour Zemmour, ça peut être des gens qui votent pour le Rassemblement National, mais enfin, ça marche. Ce qui n'est pas totalement neuf. Moi, je me souviens de Goldnadel, un avocat justement très extrême droite, qui depuis longtemps incarne ce tropisme. Et deuxièmement, ça c'est plus sophistiqué comme raisonnement, donc je vais essayer d'être clair. Deuxièmement, il existe en France tout un mouvement que j'appelle républicaniste qui met en avant une idée pure et dure de la République, une laïcité très rigoureuse, pas de foulard non seulement à l'école mais dans l'université, et pas seulement dans l'université, etc. Bon, des gens très... Elisabeth Badinter, si vous voulez, pour prendre quelqu'un qui a de l'allure. Et ce courant est violemment en lutte contre l'antisémitisme. Et donc, son idée c'est, aujourd'hui l'antisémitisme c'est les Arabes, c'est les musulmans, donc il faut lutter contre l'antisémitisme. C'est ça, c'était très très fort dans Philippe Val, des gens comme ça, pour être précis, si vous voulez qu'on soit précis. Et donc, ce courant existe, et jusqu'ici, il y avait un barrage absolu entre lui et l'extrême droite, qui était la question juive. Aujourd'hui, avec cette évolution du Rassemblement national, je pense que des dérives deviennent possibles, puisque ce barrage disparaît ou s'effiloche, des dérives deviennent possibles dans laquelle des courants se réclamant une conception pure et dure de la République peuvent sans gêne, se rapprocher de l'extrême droite. Et ça on le voit déjà, il y a différents signes qui l'indiquent. Et donc ça s'inscrit dans la droitisation, l'extrême droitisation générale que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà ce que je voulais ajouter à la discussion, parce qu'on n'en a pas parlé dans les évolutions de l'antisémitisme. Si je peux me permettre, là ça va aller un peu dans mon domaine, je pense que, comme en effet, par exemple, ça ne peut pas être un horizon politique, on va être obligé de regarder au cas par cas. Donc je pense qu'il y a aussi une subjectivité antisémite inconsciente qui existe, qui a une histoire, et je suis d'accord que n'étant plus un courant, je ne pense que ce républicanisme dont tu parles, il va se diviser. Il y en aura qui n'iront jamais du côté du Front National, c'est évidemment Elisabeth Badinter, très clairement, et je pense qu'il y en aura qui iront de ce côté-là. Et que, au fond, une des caractéristiques de l'antisémitisme d'aujourd'hui, ce que j'ai appelé masqué, c'est qu'il va de nouveau redevenir, je dirais presque une maladie mentale subjective, c'est-à-dire qu'on va être obligé de regarder au cas par cas qui tient des discours et quel type de discours. J'ai un petit peu étudié ça, je voulais en parler, mais bon, on s'aperçoit quand même que dans ce contexte-là, les stigmatisations sont absolument semblables à ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas d'antisémitisme de gauche. Quand quelqu'un de gauche reprend des thèses antisémites, ben, il est antisémite. Il n'est pas de gauche. C'est impensable de dire qu'il est de gauche, puisque, au fond, toute la gauche française a toujours lutté. Il y a eu des exceptions, mais c'est pas possible de dire ça, pas un antisémitisme de gauche. Il y a de l'antisémitisme. Après, on regarde sous quelle forme il se développe et qui s'allie avec qui. C'est ça pour moi le changement principal. Et donc, on est obligé de faire intervenir un petit peu la notion de l'inconscient, de lire les discours. J'ai un peu relevé tout ça, mais quand on lit par exemple ce que dit Michel Onfray, qui finit par accuser les collabos d'être les vrais résistants et les résistants d'être les vrais collabos, vous avez, c'est vrai qu'il l'a fait. Donc on finit par traiter Robert Badinter d'antisémite. Vous comprenez, il y a une dérive, une véritable dérive qui est vraiment délirante un peu de tous les côtés.
C'est pour ça que je serais très prudente quand on dit Mélenchon antisémite. Il dérive gravement. Je ne suis pas sûre qu'il soit antisémite. Je suis sûre qu'il est un défenseur absolu de Rima Assad, qui, elle, l'est. Hein. Donc on va être obligé de regarder les discours que tiennent chacun. Par exemple, Rima Assad, elle tient des discours insensés. D'abord, elle se croit sémite. Bon, mais ça n'existe pas, les sémites. C'est une invention de la fin du 19e siècle. Quand on dit je suis sémite, ça veut dire que je suis comme les juifs, donc il y a des sémites. Mais c'est déjà un discours délirant, il n'y a pas de sémites, il n'y a pas d'arien, il n'y a pas de sémites. Donc il faut, si vous voulez, point de vue, hein, un des points essentiels aujourd'hui, c'est qu'on va être obligé d'analyser beaucoup plus les discours, ce qui contiennent, disons, de masquer l'inconscient, etc. Voilà, ça c'est pour revenir sur quelque chose qui me paraît important. Donc, dans les formes d'aujourd'hui, si vous voulez, je crois qu'il faut utiliser des instruments différents. On est dans un pays où l'antisémitisme ne peut pas, et c'est bien, il y a des lois qui empêchent qu'il s'exprime. Donc il s'exprime autrement. Voilà, il s'exprime sous des formes très particulières. Moi, j'ai eu un procès de l'extrême droite, j'avais dénoncé un livre antisémite, mais cet antisémitisme, ça s'est masqué. Voilà. Et ensuite, l'extrême droite m'a fait un procès sur cette notion-là. Hein, c'était un livre sur Freud, qui passait son temps. C'est un psychologue qui avait attaqué Freud en disant qu'il avait inventé les persécutions antisémites, qu'il n'avait jamais été, qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de juifs à Vienne, ce qui empêchait qu'il y ait de l'antisémitisme. Il y avait la totalité du discours antisémite masqué avec masqué en science, en quelque sorte. Hein. Ça se voulait une étude. Voilà. Et il a été soutenu comme par hasard par l'extrême droite. Au moment du Covid, par exemple, hein, très intéressant ce qui s'est passé. Qui étaient les antivax qui ont défilé dans la rue à Denfert-Rochereau? C'était quoi ça? On voyait quoi? Des pancartes. Et qui y avait sur les pancartes? Soros, Fabius, Bernard-Henri Lévy, etc., etc. C'était pas dit, c'était montré. Bon. Mais c'est clair qu'on attaquait les juifs comme responsables du Covid. C'était ça. Et qu'en réalité, ce Covid, il avait été fabriqué par les juifs. En gros, on a des manifestations de cet ordre-là. Ça peut être montré sans être dit, ça peut être dit de façon masquée, et c'est ça que je veux dire. Et puis, en effet, cette dérive dont tu parles existe. Voilà, c'est vrai. Je vais rajouter quelque chose qui me vient en tête, qui renvoie à des choses qui ont été discutées tout à l'heure à propos de la Shoah et de la perception de la Shoah. Il se passe actuellement quelque chose de très important qui modifie là aussi le paysage de l'antisémitisme. Jusqu'à il y a quelques années, je dirais grosso modo une dizaine d'années, il y avait des survivants, il y avait dans les familles des gens qui en discutaient parce qu'ils avaient perdu, des gens dont on pouvait encore parler. Il n'y a pas si longtemps avant, il y avait eu des procès, donc il y avait encore des coupables. La mémoire était encore vivante. Et donc c'était quand même un certain frein, je pense, à l'antisémitisme. Il pouvait y avoir un déporté qui venait dans une école et qui racontait ce qui lui était arrivé, et c'était un vrai déporté. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a quelques très très vieux survivants, enfin, c'est fini tout ça. Et donc la mémoire ne peut plus être vivante. Et donc, pour la transformer en histoire, ou en tout cas pour la faire fonctionner, ça n'est plus la même chose, et je pense que ça ouvre un certain espace aussi à l'antisémitisme. Le fait qu'il n'y ait plus ce qui a existé il y a 10 ou 20 ans. Pardon, mais ça existe pour toute l'histoire. Oui, à un moment où les témoins disparaissent, oui, mais là, c'est des historiens qui prennent... Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je dis là, il s'agit de la Shoah qui, je pense, dans le débat public, dans les années 70, 80, 90, a quand même apporté une sorte de protection au monde juif. Bah non, c'est le moment où il y a eu Forisson. Oui, mais justement... justement, voilà, on ne sera pas d'accord. Forisson, c'est une extrême droite très marginale et qui n'a pas tenu la route très longtemps. Je veux dire, c'est pas du tout les grands... les mouvements de fond dans la société. Enfin, ça compte, hein. Ah non, bien entendu, mais je dirais c'est des signes annonciateurs plutôt que chose. Et si Forisson apparaît, c'est justement parce que s'éveille un sens du passé qui n'existait plus ou pas encore à l'époque. Moi, je pense que l'antisémitisme est absolument indécrottable. Il y en aura toujours. Et c'est pour ça que
pense que, voilà, que l'extrême droite israélienne puisse recevoir Marella est quelque chose d'inadmissible. C'est tout. Voilà. Ça ne devrait pas. Alors, il manque encore quelques minutes. Si quelqu'un veut... Est-ce qu'il y a encore des interventions ?